Bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez folle, une des impostures les plus audacieuses, je crois, de l'histoire. Ah oui, on parle du grand canular de Formose, Exactement. monté par un certain Georges Psalmanazar, début XVIIIe siècle, à Londres. C'est rocambolesque comme histoire. Tout à fait. Alors, pour comprendre ça, on a plusieurs choses. D'abord, des extraits du livre de Psalmanazar lui-même, sa fameuse description de Formose. Mhm. Ensuite, il y a ses mémoires posthumes où là, il avoue tout, la supercherie. Et puis, bien sûr, des analyses plus récentes qui essaient de décrypter un peu tout ça. D'accord. Et l'idée, c'est de comprendre comment ça a pu marcher, cette énorme tromperie. Est-ce que ça dit de l'époque? C'est ça. Comment on fabriquait la connaissance sur l'ailleurs et comment un mensonge pareil a pu prendre une telle ampleur. Alors, allons-y. Imaginez un peu le tableau. On est à Londres, vers 1702-1703. Et là, débarque un jeune homme. Blond, yeux bleus. Oui, pas vraiment le profil attendu pour un habitant de Formose, l'actuel Taïwan. Clairement pas. Et il se présente comme ça. Un natif de Formose, kidnappé par des jésuites, détail important, mais resté fidèle au protestantisme. Et là, bim, célébrité immédiate. Et son livre, publié en 1704, c'est un phénomène éditorial, un vrai best-seller. Mais qu'est-ce qu'il raconte dedans, au juste? Il décrit une Formose, complètement imaginaire. Un mélange assez fascinant d'ailleurs entre une sophistication incroyable, genre des toits couverts d'or, Ah oui, et en même temps une barbarie extrême. Cannibalisme, sacrifice humain, mais à une échelle industrielle. attends, des sacrifices humains. Quel genre de détails il donne? Alors là, c'est assez dingue. Le petit déjeuner typique de l'élite formosane, selon lui. Ouais. Fumer du tabac, boire du thé, et ensuite, hop, on coupe la tête d'une vipère et on en suce le sang frais. Non mais sérieusement, c'est horrible. Et ce n'est pas tout. Il parle de sacrifier entre, tenez-vous bien, 18 000 et 102 000 enfants chaque année, à un dieu en forme de bœuf. C'est complètement délirant comme chiffre. Et pour être crédible, il allait jusqu'à... Il jouait le jeu à fond. Lors des dîners mondains, pour coller à son image de sauvage, il mangeait de la viande crue, Il fallait oser quand même. carrément. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas juste raconté des histoires. Il a construit tout un monde. Il a inventé une langue formosane, Une langue? avec un alphabet et tout. Oui, oui, alphabet, grammaire, une monnaie propre à Formose, des coutumes, une religion complexe. Un travail de titan, en fait. Et ça marchait? Les gens y croyaient? Une partie de l'élite londonienne, oui. Et son discours anti-jésuite, ça a beaucoup aidé en Angleterre à cette époque. Ça lui a ouvert des portes. L'évêque de Londres, par exemple, était convaincu. Et j'ai lu qu'il avait même été invité devant la Royal Society. Tout à fait. La prestigieuse Royal Society, présidée à l'époque par Isaac Newton. Excusez du peu. Il est venu présenter ses découvertes. Incroyable. Mais comment ça a pu durer? On devait bien se poser des questions, non? Le facteur clé, je pense, c'est le manque criant d'informations fiables sur Formose en Europe. C'était une terra incognita ou presque. Donc, difficile de vérifier ses dires, en gros. Exactement. Comment prouver qu'il ment quand personne ne sait vraiment à quoi ressemble Formose? Et il y avait une réponse à tout? Sa pâleur, par exemple, hein. Oui, ça devait interpeller pour un habitant d'une île tropicale. Bah oui. Sa réponse? Les nobles Formosans vivent sous terre pour garder leur teint clair. Vivre sous terre. Franchement, l'audace, c'est presque admirable de culot. C'est ça. Mais bon, évidemment, des doutes ont fini par émerger. Ah. Comment? Notamment grâce à la science, ou plutôt à un scientifique. L'astronome Edmond Halley, celui de la comète. Ah oui, allez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a questionné sur un point très technique, la durée du crépuscule à Formose. C'est lié à la latitude, c'est pas un truc qu'on invente facilement. Et Psalmanazar? Il a bafouillé. Il a donné une réponse incohérente. Ça a vraiment semé le doute chez les plus sceptiques. D'accord. Donc, le vernis commençait à craquer. Oui, petit à petit. Le scepticisme a grandi, il est devenu la cible de moqueries. On dit même que Jonathan Swift s'en serait inspiré pour sa fameuse modeste proposition. Ah, celle où il propose de manger les enfants pauvres d'Irlande. Le parallèle est intéressant. Oui, mais la vérité complète, toute l'histoire, elle n'a été connue qu'après sa mort, en fait. Après sa mort, quand ça... En 1763, avec la publication de ses mémoires posthumes. Et là, c'est la confession totale. Il les raconte quoi? Qu'il est français, du sud de la France. Qu'il n'a jamais mis un pied hors d'Europe, et encore moins à Formose. Qu'il a tout inventé, tout ce canular, avec un complice. Un complice? Oui, un aumônier écossais du nom de William Innes, qui l'aurait aidé à monter l'arnaque et à se faire passer pour un converti protestant. Son vrai nom à lui, Psalmanazar, on ne l'a jamais su d'ailleurs. C'est fou.
tout est faux de A à Z. Et une fois démasqué, enfin, après sa mort, on sait ce qu'il est devenu pendant sa vie paquet, après la chute de sa popularité. C'est peut-être la partie la plus étonnante de l'histoire. Après sa disgrâce publique, il ne disparaît pas. Il reste à Londres, mais il mène une vie complètement différente. C'est-à-dire, Une vie discrète, très laborieuse. Il travaille comme rédacteur, souvent anonyme, sur de gros projets éditoriaux, des histoires universelles, ce genre de choses. Et apparemment, il devient très pieux. une sorte de rédemption. On peut le voir comme ça. Et le plus incroyable, c'est le témoignage de Samuel Johnson. Le grand Dr Johnson, l'auteur du dictionnaire. Lui-même, un homme connu pour sa très haute moralité. Eh bien, Johnson, qu'il a connu dans cette seconde partie de sa vie, a dit de Psalmanazar qu'il était le meilleur homme qu'il ait jamais connu. Ça alors, venant de Johnson, c'est stupéfiant. Ça change un peu la perception du personnage, non? Hmm. Pas juste un simple escroc. Ça ajoute une sacrée couche de complexité, oui. Bon alors, si on essaye de résumer un peu ce qu'on retient de cette histoire complètement dingue, qu'est-ce que ça nous apprend? Évidemment, ça parle de la crédulité humaine, de notre fascination pour l'exotique, pour l'inconnu. Oui, et comment on construisait le savoir sur ces terres lointaines à une époque sans images, sans communication facile, on dépendait entièrement des récits. Exactement. Et ça montre la puissance incroyable des histoires, des récits, même quand ils sont totalement faux, pour façonner notre vision du monde. C'est vrai. Et ça résonne étrangement aujourd'hui, non? Tout à fait. Ça nous amène à une question très actuelle finalement. Avec tout ce qu'on entend sur les fake news, la désinformation, est-ce que l'histoire de Psalmanazar nous rappelle juste que cette frontière entre le vrai et le faux, quand on parle de l'ailleurs, a toujours été un peu poreuse, un peu floue? Où est-ce qu'on est mieux armé aujourd'hui avec la technologie, l'accès à l'information, l'esprit critique? Est-ce qu'on pourrait déceler une imposture pareille plus facilement maintenant? C'est une excellente question. On a plus d'outils, c'est sûr, mais les techniques de désinformation sont aussi plus sophistiquées. C'est une réflexion qui mérite d'être poursuivie, je crois. Absolument. Une histoire fascinante qui nous interroge encore aujourd'hui.